La bienveillance, c'est quoi finalement? C'est avoir une attitude de gentillesse, d'accompagnement, d'encouragement, comme si on était notre meilleur ami. On a besoin de bienveillance parce que la vie, je trouve qu'elle est difficile. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour et bienvenue. Nous allons sortir de la caverne car nous habitons chacun d'entre nous une caverne avec mon invité, le docteur Céline Tran. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Vous êtes la bienvenue, vous êtes psychiatre et psychothérapeute, vous pratiquez les thérapies cognitives et comportementales. La thérapie ACT, alors ACT c'est d'acceptation et d'engagement. Shkun, la thérapie ACT, qu'est-ce que c'est? La thérapie ACT, c'est une thérapie qui en fait prône l'acceptation des émotions parce qu'il dit que la plupart de nos souffrances viennent de la non-acceptation de nos émotions et donc ça fait qu'on va passer beaucoup de temps à lutter contre nos émotions que de s'engager dans une vie qui fasse sens et valeur pour nous. Par exemple, imaginons que j'aime pas du tout être triste, d'accord? Je déteste cette émotion, j'aime bien être joyeuse mais pas triste. Et qu'est-ce que je vais faire dès que je vais ressentir de la tristesse? Je vais peut-être prendre des substances pour diminuer la tristesse, me déconnecter de mes émotions, plutôt que d'aller vers une vie qui soit plus conforme à ce que je souhaite être. Donc je vais passer ma vie à éviter des émotions douloureuses, qui fait que parfois je vais gagner en rigidité, de manque de souplesse dans ce que je voudrais faire de ma vie. Et vous allez adopter des stratégies pour les éviter et les contourner. C'est ce qu'on va voir ce matin. Vous êtes également formé à la thérapie des schémas que vous utilisez avec vos patients. On verra ce que c'est que la stratégie des schémas ce matin. Et vous êtes également formé à la nagéologie. Oui, j'apprends aux gens à nager parce que souvent on est sur le bord de la piscine et puis on dit ah non j'y vais pas etc. Puis la vie c'est apprendre à nager, c'est apprendre en fait à sauter dans le grand bain et nager pour aller jusqu'à l'autre côté, pour aller là où on voudrait être. Dans la vie d'aujourd'hui, il faut même apprendre à nager avec les requins. Exactement, et bien nager, et faire preuve de flexibilité, de résilience. Et de force et de courage. Être courageux, c'est important. Nager avec courage et détermination. Et vous publiez « Apprendre la bienveillance envers soi-même et se libérer de ses comportements négatifs » aux éditions Odile Jacob. J'ai un peu de mal avec le mot bienveillance qu'on a mis à toutes les sauces. Comme si on pouvait être malveillant envers soi-même. Parce qu'on parle toujours de bienveillance et assez peu de malveillance. Eh bien, croyez-moi que là, souvent, on est, je trouve, plutôt malveillant avec soi-même. Alors, on ne se rend pas compte qu'on est malveillant. Vous savez, c'est la petite voix intérieure que nous avons tous. Un petit disque là, qui nous critique, nous culpabilise, nous dit des tas de choses. Et comme on a tellement l'habitude de cette voix qu'on ne se dit pas qu'on est malveillant. Le fois, par exemple... je parlais avec un patient et il m'a dit « Oh là, j'ai pas dormi de la nuit » et je lui ai dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et il m'a dit « J'ai fait une erreur au travail et j'ai eu des critiques un petit peu dures de la part de mon chef. » Je suis rentrée chez moi et j'ai pas dormi de la nuit parce que toute la nuit, je me suis dit que j'étais nulle, que j'étais pas à la hauteur, que j'étais une mauvaise personne et que j'avais mis en difficulté mon équipe. Et qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Et donc, il a tourné ça en boucle. Il a dit, vraiment, se répéter en boucle, il n'était pas à la hauteur de la tâche. Et après, il me dit, j'ai tellement honte que j'ai voulu démissionner. Et je lui ai demandé, si jamais vous aviez un ami qui avait un problème comme ça, est-ce que vous diriez ce genre de choses? Il me dit, mais bien sûr que non, en fait. Je ne dirais jamais qu'il est nul, qu'il n'est pas à la hauteur. Et voyez, je lui dis, mais voilà comment vous parlez, c'est pas de la malveillance, ça. Il me dit, ouais, c'est vrai. Et souvent, on se rend pas compte, mais on se traite très durement. J'ai beaucoup de gens, vous savez, ils se critiquent sans cesse, sur tout et n'importe quoi. Et par exemple, on peut se critiquer sur le physique.
je suis gros, j'ai plein de graisse, de cellulite, j'ai pas assez de cheveux, je suis vieux, j'ai des rides, je suis pas assez belle, je suis pas assez musclée. On peut se critiquer sur des qualités morales, je suis une mauvaise personne, je suis pas assez fort, je suis pas assez courageux, je suis lâche. Je devrais faire face. On peut aussi craindre le jugement d'autrui par cette petite voix. Mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi ? Ils doivent penser que vraiment je suis stupide. Et ça, je trouve que ce discours intérieur, il est pas sympa. Et c'est notre propre discours intérieur. Et je pourrais dire que ça, c'est de la malveillance. Le discours à un ami, c'est un des exercices que vous proposez dans votre livre. Hein. C'est est-ce que vous diriez ça à votre meilleur ami ou à un ami, ce que vous dites de vous-même. Et vous dites que ça, alors il y a 24 exercices dans votre livre pour en sortir justement de ces schémas, mais c'est un des exercices que vous proposez. Oui, tout à fait. Et donc en thérapie, souvent pour en fait cultiver cette bienveillance envers soi-même, la bienveillance, c'est quoi finalement ? C'est avoir une attitude de gentillesse, d'accompagnement, d'encouragement, comme si on était notre meilleur ami. Vous voyez, c'est hyper important, c'est pas du tout de la complaisance. Ce discours, c'est pas se dire j'y peux rien, c'est comme ça, je suis nul, c'est pas ma faute, c'est pas ça du tout. C'est qu'on a besoin de bienveillance parce que la vie, je trouve qu'elle est difficile. On est confronté à plein de stress extérieur, des crises sur le plan mondial. Après, on peut parler aussi de ce qui nous touche personnellement sur le plan des relations avec le conjoint, le partenaire, les enfants, au travail. Il y a beaucoup de stress, de pression. Et souvent, les gens, ils sont durs avec eux-mêmes. Vous voyez, et la bienveillance, c'est vraiment un discours de gentillesse, d'indulgence, comme on le ferait avec les amis. Et souvent, quand je demande aux gens, regardez, vous parlez comme ça, dites-moi tout haut, à quoi vous pensez ? Alors, ils me sortent des horreurs, je suis nulle, je me déteste, je vaux rien. Ah oui, j'ai des gens qui me disent, je déteste, je déteste la personne que je suis, je voudrais être une autre personne. Je dis, vous n'êtes pas une autre personne, vous êtes vous. Mais écoutez, pensez, vous avez un ami là, qui vient et imaginons qu'il ait le même problème que vous avez. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire ? Et souvent les gens, vous savez, ils me disent pas du tout la même chose. Ils me disent ah non, mais je dirais jamais que c'est un sale con. Mais moi je me dis que je suis un sale con. Je dirais jamais que il est bête, il est vraiment bête. Mais vraiment, moi je me dis ça. Et je trouve que c'est normal, mais pas avec mes amis. Et c'est ça que on prône, c'est comment changer ce discours intérieur négatif qui finalement, pourquoi ça fait mal ? Parce que c'est pas juste penser en fait à ça, c'est que ça fait ressortir des émotions. Vous voyez, quand on pense à quelque chose, on va ressentir des émotions. C'est pas juste un exercice intellectuel. Quand vous vous dites par exemple « je suis nul », vous allez ressentir des émotions. D'accord ? Je suis nul, je suis mauvais, je suis un bon à rien, je ne suis pas à la hauteur, parce que des fois, ce discours intérieur, il met aussi beaucoup d'exigences. Tu dois faire ça, il faut que tu sois performant, il ne faut pas que tu craques, il ne faut pas que tu aies peur, il faut être courageux, etc. Et quand on a des pensées de ce genre, des pensées négatives, automatiquement, on a des émotions. Ça nous cause en fait quoi ? Ça nous cause des tas d'émotions désagréables. Alors, vous expliquez dans votre livre qu'à l'origine, ce dénigrement, cette petite voix intérieure, eh bien, elle a un rôle de protection. Oui, tout à fait. Quand on est enfant, on fait ça pour se protéger. On veut se protéger de quoi ? Alors, on veut se protéger de la confrontation avec le parent. C'est-à-dire que, imaginons que quand j'étais petite, j'ai eu un père très dur, d'accord ? Et j'ai 5-6 ans et mon père, il rentre du travail, il est fatigué, il est stressé, etc. Il veut que la maison soit parfaitement bien rangée. J'arrive au début, moi je suis une petite fille, j'adore m'amuser, je mets du bazar partout. Il rentre et il hurle, il me dit « mais c'est pas possible, j'en ai marre, il faut que tu ranges ». Et moi ça me fait peur. Mon père qui crie comme ça, ou mon père ou ma mère qui s'énerve, qui crie. Moi, j'ai super peur. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais obéir à mon père, à ma mère, parce que j'ai tellement peur. Donc, je me mets à ranger, etc. Et si l'expérience se répète,
qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais, pour me prémunir de ces moments où mon parent me hurle dessus, j'ai tellement peur, pour ne pas avoir peur, je vais me dire, il faut absolument que je range. Il faut absolument être sage et obéissante, parce que papa et maman, ils pourraient peut-être arrêter de m'aimer, parce que j'ai compris qu'ils étaient fâchés, et quand ils étaient fâchés, ils ne me regardaient plus. Hein. Et donc, quand ils ne me regardent plus, je me dis, mais peut-être qu'ils vont m'abandonner, peut-être qu'ils vont arrêter de m'aimer. Donc moi, tout ce que je veux, c'est faire plaisir à papa, maman, parce que moi, je voudrais qu'ils m'aiment, moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'adapter à ce discours. Je vais commencer à obéir, et puis petit à petit, je vais intégrer le discours parental dans mon cerveau et me le répéter avant même que mon parent rentre. Donc, avant que mon parent rentre, je sais qu'il rentre à 18h. Je commence à savoir lire l'heure. Je vais commencer à ranger, être bien sage, à ranger tout. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Mon parent, il rentre, il est tout content. Il n'a plus à me dire qu'il faut ranger. Et donc, je vais internaliser le discours du parent. Tout va bien. Mais ça va ancrer dans ma mémoire. Et quand je vais devenir adulte, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout le temps peut-être me répéter, il faut que je range la maison avant que mon conjoint arrive, il faut que je sois parfaite, et après ça fonctionne tout ça dans plein de domaines de ma vie. Ça, c'est ancré dans la façon de fonctionnement, et ça crée des réactions inappropriées. Exactement. Donc ce discours, qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez, les discours, ils vont provoquer beaucoup d'émotions, ce discours-là. Vous voyez, par exemple, des fois, ce discours intérieur, il dit, tu sais, fais attention, parce que si tu fais pas ça, les gens, ils pourraient pas t'aimer, hein, ils pourraient t'abandonner. Hein. Tu vois, c'est ce qu'on appelle un schéma, c'est une espèce de prisme dans la vie. On va penser que les gens vont nous abandonner ou nous rejeter. Vous voyez, imaginons que, par exemple, je me dis, non, mais... l'autre fois, là, j'ai parlé à un copain et il n'a pas trop répondu, il a regardé ailleurs, je pense qu'il est en train de me rejeter. Peut-être qu'il ne m'aime plus. Et quand on pense à ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir des émotions. Des émotions qui sont fortes, comme par exemple de la tension intérieure, le stress, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur d'être critiqué, la peur de mal faire, tout ça. Et ça, les émotions, elles sont tellement... forte qu'on va adopter des comportements ou des stratégies pour diminuer ces émotions qui nous envahissent. Mais ça ne repose sur rien de concret, c'est ce que vous appelez des fusions cognitives. Exactement. Ça ne représente pas de... En fait, ça ne représente... C'est pas factuel, c'est pas un fait. Non. C'est une interprétation qu'on a. Oui. On imagine que c'est la réalité, donc on l'intègre comme une réalité. Et finalement, on se dit, je vais être rejeté, alors que finalement, ça ne repose sur rien. Exactement. C'est vraiment le problème, ce qu'on appelle des schémas. C'est-à-dire les schémas inadaptés ou négatifs, c'est des surinterprétations de la réalité. Faites attention, vous allez m'amener sur les schémas. Ah oui, En fait, attention, c'est pas une menace. Mais c'est passionnant cette histoire j'adore. C'est passionnant cette histoire de schéma. Moi, je n'en avais pas énormément entendu parler. Je veux dire de cette histoire. Non, pas énormément. On a tous un peu. Hein. Ouais. Le docteur Céline Tran est avec nous. Apprendre la bienveillance envers soi-même, c'est le titre de son nouveau livre aux éditions Odile Jacob. On parlait de l'autocritique que certains d'entre nous convoquent régulièrement. Alors, il y a plusieurs types d'autocritique. Vous proposez un exercice, par exemple l'exercice du miroir. Ah oui. Alors, il y a des gens qui me disent non, moi, je suis bien avec moi-même, j'ai pas du tout de malveillance. Et je dis, écoutez, regardez-vous dans le miroir. Regardez-vous bien dans le miroir. Mais précisément. Alors là, précisément, le visage. Et puis, si vous avez une glace sur pied là, qui fait toute la hauteur, regardez-vous, scrutez-vous et repérez le discours que vous avez dans votre tête. Voilà. Et rarement, les gens, ils se disent pas ah oui, alors je suis beau là, je suis beau, ah ouais, les rides, oh là là, la petite tache là, ça me va trop bien. Vous allez voir que les critiques fusent sur tout ce qu'on a. Alors c'est pas chez tout le monde, hein. Il y en a beaucoup en fait avec... Il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui disent, dans ma génération, ils disent je suis encore pas mal pour mon âge.
Ouais, mais c'est pour se rassurer. Parce Vous croyez ? Ouais, vraiment. Hein. Ouais. Quand on dit je suis pas mal pour son âge, souvent les gens, ils ont un petit doute et c'est pour se faire rassurer. Mais oui, t'es vachement bien. Vous voyez, mais imaginez que vous dites oh non, je sais pas, c'est toi qui le dis. Vous allez voir, est-ce qu'eux, ils vont vraiment assister. Souvent, moi, je remarque que les gens, quand ils disent ce genre de choses, c'est pour ce qu'on appelle une stratégie de réassurance. Vous voyez ? C'est partie des stratégies qu'on développe, justement. Il y a des gens qui se vendent beaucoup, qui essaient de se rassurer en disant « Ah, t'as vu, je suis pas mal. Ah, t'as vu, je suis comme ça. Ah, non. » Au fond, c'est parce que ils sont pas très sûrs d'eux et ils veulent que vous les rassurez sur leurs valeurs. Si on était vraiment sûr de nous, je pense qu'on n'aurait pas besoin de réconfort extérieur. On n'aurait pas besoin de validation vis-à-vis de l'extérieur ? Non. Ouais. On serait vraiment, on aurait une bonne sécurité affective, une bonne estime de soi. On peut se dire oui, effectivement, je suis pas mal. Mais si on vous dit bah non, on peut tolérer les critiques. Parfois, la critique intérieure prend la forme d'une critique extérieure. Ouais. Et donc, en fait, plutôt que de se critiquer soi-même, on va critiquer excessivement les autres. Oui, tout à fait. Ça fait l'économie de la critique intérieure. Il y a des gens, plutôt que de se critiquer intérieurement, ils vont retourner la critique extérieure sur les autres. C'est-à-dire, t'as vu, elle est grosse. T'as vu, il est pas beau. Ah, t'as vu, il a perdu ses cheveux. Ah, t'as vu, il a perdu son boulot. Alors, vraiment, ce qu'il dit, c'est vraiment bête. C'est vraiment bête. Et pourquoi on fait ça ? C'est finalement critiquer les autres pour se surestimer, rehausser son narcissisme et dire que les autres, ils sont inférieurs à nous pour se rehausser sur le plan donc narcissique. Donc ça reflète finalement une mauvaise estime de soi-même, qu'on est trop dans la critique ou un manque de confiance. C'est ça que ça veut dire quand on critique les autres. Mais est-ce qu'on ne parle pas un peu de soi-même quand on critique les autres au fond ? Exactement. Moi je pense que quand on critique les autres, c'est aussi une façon de... Finalement, ça parle de nos besoins, de ce qui nous manque. Vous voyez ? C'est-à-dire que si vous vous dites ah, t'as vu, franchement, elle est grosse, hein. Elle est grosse, hein. Bah, ça veut dire quoi ? Que peut-être que nous, on voudrait peut-être avoir un physique un peu plus... qu'on s'accepte pas, qu'on voudrait être un petit peu mieux, être un peu plus jolie ou des choses comme ça. La critique intérieure, parfois, peut nous faire ressentir un fort sentiment d'imposture. Alors, c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, c'est un sujet qui s'est popularisé un petit peu partout. Oui, tout à fait. Souvent galvaudé, d'ailleurs, le syndrome de l'imposteur. Ouais. Qu'est-ce qu'il évoque, le syndrome de l'imposteur ? Le syndrome de l'imposteur, c'est la petite voix intérieure qui nous dit... tu vois, en fait, t'es nul. Les autres, ils te font des compliments, ils disent que t'es formidable, que t'es compétent. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. T'es une grosse imposture. Tu fais semblant. Et un jour, les gens vont se rendre compte que tu n'es pas la personne qu'ils croient. Tu crois qu'ils disent que t'es gentil, t'es intelligente, ils apprécient pour tes qualités, tout ça. Mais c'est faux. C'est faux. C'est juste, tu fais semblant. Parce que toi, au fond, t'es imparfaite, t'es pas comme ça. Et les gens, quand ils vont voir qui tu es réellement, ils vont peut-être te rejeter, t'abandonner, ils vont peut-être arrêter de t'aimer, ils seraient dégoûtés de ce que tu es au fond. Finalement, c'est quoi ? Ça renvoie au sentiment d'imperfection. C'est-à-dire, on se sent radicalement imparfait. Et même si on a des qualités, des compétences, ça ne rentre pas, on ne les intègre pas, et on ne voit que par le prisme de notre imperfection. Et je vois, par exemple, il y a beaucoup de gens, ils me disent, vous savez, j'ai des diplômes, tout ça, mais je pense que je ne mérite pas ces diplômes. Je ne les mérite pas. Je dis, ah bon ? Ouais, je pense que quand j'ai passé l'oral, là, le jury, il était trop indulgent. Parce que je pense qu'il avait pitié de moi. Quelqu'un me disait ça. Il avait passé un concours
très avec un gros niveau, enfin un niveau élevé. Il avait, et puis je l'ai félicité. Il m'a dit, vous savez, c'est pas la peine de me féliciter parce que je mérite pas. J'ai dit, comment ça, vous méritez pas? Je pense que je ne suis pas... Ils se sont trompés, je pense qu'ils m'ont donné le diplôme là, à l'oral parce qu'ils avaient pitié de moi. Ah bon, vous croyez qu'il avait... Ouais, parce que j'avais une tête de dépressif ce jour-là. Donc je pense qu'ils disaient, si on lui donne pas, il va se jeter par la fenêtre, donc on lui donne par pitié. Vous voyez? Ouais. Comment est-ce qu'on peut mieux l'identifier, ce critique intérieur? Comment on peut... Nous-mêmes. Comment on peut... parce qu'en fait, c'est inconscient. Ouais. Finalement, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans ce que vous dites, mais qui n'ont pas l'impression, finalement, d'être des critiques vis-à-vis d'eux-mêmes. Comment on peut l'identifier? Ils vont avoir l'impression d'être justes par rapport à eux-mêmes. Alors, comment on peut l'identifier? Je pense qu'on peut, par exemple... prendre un temps, par exemple, moi j'utilise la méthode qui est la méditation de pleine conscience, où on va peut-être se focaliser sur la respiration, et à partir de ce moment-là, lorsqu'on cultive la pleine conscience, notamment la respiration, on va pouvoir en fait faire un pas de côté, écouter nos pensées, notre discours intérieur. On va se décentrer. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un phénomène qu'on appelle la fusion cognitive. C'est-à-dire qu'on va se fusionner avec nos pensées, avec ce discours intérieur, et on le prend comme la réalité. Donc on ne sait pas que c'est un discours, une critique intérieure. Qui ne repose sur rien de factuel. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faits qui permettent de dire c'est pas la réalité, mais on en fait une réalité. Exactement. Quand le discours, il dit, parce que souvent ce discours, il est interprétatif, quand il dit par exemple, regarde, tu lis pas, il regarde un peu ailleurs, ce discours, il peut vous dire, tu vois, quand il regarde ailleurs, là, c'est parce qu'il t'aime pas. Il t'aime pas, il te rejette. Mais jamais on va dire peut-être qu'il est distrait, peut-être qu'il a mal à la tête. Vous voyez? Et ce discours négatif, il va... mais ça dépend, il y a peut-être des gens qui vont dire, il est distrait, il a mal à la tête. Tout le monde ne va pas dire, il me rejette. Ouais, mais il y en a beaucoup. En fait, quand vous avez des schémas négatifs, vous allez interpréter, surinterpréter, dans un sens négatif qui ne repose sur rien, en fait. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est très douloureux émotionnellement. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'on peut repérer ce discours ce que je propose dans le livre, c'est des méthodes de pleine conscience. Il y a beaucoup de méthodes, donc on peut se focaliser sur la respiration. Et puis, quand on se focalise sur la respiration, on va pouvoir faire un travail, en fait, de prise de distance par rapport à nos pensées et voir que, voilà, c'est en train de parler. Cette petite critique intérieure et se défusionner. On peut aussi écrire, qu'est-ce qu'il me dit? Je suis nul, je suis mauvais. Des fois, c'est toujours la même chose. Donc, on peut écrire ça. Oui, de toute façon, c'est toujours la même chose. Ça tourne en boucle. Voilà, c'est un vieux discours. C'est un vieux disque rayé. Exactement, c'est un vieux disque rayé. Et puis, on peut même imaginer, par exemple, imaginez que vous écoutez une chaîne de radio. Et un Beurre FM. Voilà. Mais bon, ça, c'est radio, une autre radio pas très sympa. Alors moi, je l'appelle Radio Moi. Ouais. C'est Radio Moi. C'est Radio Moi, voilà. Ouais. Vous l'appelez radio comment? Moi, radio exigence. Moi, je suis un peu exigeante avec moi-même. Donc, moi, ce serait radio exigence. Et donc, on peut, par exemple, imaginer que vous avez une radio qui vous parle tout le temps en permanence. Et qu'est-ce qu'elle dirait cette radio? Quel serait le nom de cette radio? Donc il y a des gens qui me disent ah bah oui, c'est Radio Catastrophe. Aujourd'hui, elle m'annonce qu'il y aura un malheur, forcément. Je vais avoir un accident de voiture, je vais perdre des sous, je vais tomber malade. Et d'autres, ils me disent ah bah c'est Radio Abandon. Aujourd'hui, je vais me faire plaquer, c'est sûr. Radio Rejet. D'accord? Ou radio critique. Aujourd'hui, je suis sûre que ça va mal se passer parce qu'il y a plein de critiques. Mon patron va me tomber dessus. Voilà. Donc, en fait, on peut faire cet exercice-là, de nommer la radio et de se dire, quand vous avez cette radio qui parle, eh bien, on peut choisir de ne pas l'écouter.
nettoyer. Par exemple, quand vous allez, quand vous êtes chez vous, vous passez l'aspirateur, vous mettez la radio et c'est un bruit un petit peu en arrière-fond. Donc on peut dire, je peux choisir de ne pas écouter cette radio, de faire autre chose, plutôt que me coller là et de raconter, d'écouter tout ce qu'elle peut me raconter. Débrancher la radio. Débrancher la radio. Avec le docteur Céline Tran, qui est notre invitée ce matin. Quand je vous ai présenté tout à l'heure, j'ai oublié de dire que vous êtes spécialiste de la méditation, que vous enseignez à des professionnels de santé à l'hôpital et à l'université. Oui, tout à fait. La méditation ou les méditations ? Il y a beaucoup de formes de méditation, mais celle que j'utilise, c'est la méditation de pleine conscience. Celle qui est dont on parle le plus aujourd'hui, mindfulness. Oui, voilà. Ou la pleine présence. La plupart des gens aujourd'hui, quand ils font des choses, alors c'est ce que vous expliquez dans votre livre, quand ils marchent dans la rue, ils sont pas du tout présents à ce qu'ils font. Donc ils font 2-3 choses à la fois. Et donc finalement, ils marchent dans la rue, mais ils n'ont pas du tout conscience de ce qu'ils font. De l'endroit où ils marchent, des choses devant lesquelles ils passent, ils sont pas du tout attentifs. Et c'est vrai pour tout d'ailleurs, aujourd'hui. On est soi-disant multitâche. Ouais, en fait, on est plus en pilotage automatique. Quand on fait ça, multitâche, c'est vraiment le corps, il fait autre chose, la tête, elle fait autre chose. Et je trouve que c'est une façon, finalement, de louper le moment présent. Et c'est dans le moment présent où tout se passe, où tout peut se faire. Vous savez, par exemple, il y a des gens qui me disent, je rentre chez moi, je suis tellement fatiguée que qu'est-ce que je fais ? Je scrolle sur Internet, d'accord ? Je regarde. Puis après, je vais manger comme ça. Et à la fin, je me suis même pas rendu compte que j'ai terminé ma tablette de chocolat. Vous voyez, c'est ça le mode multitâche. Le mode multitâche, c'est vraiment, on est éparpillé, on n'est pas conscient de ce qu'on fait. Or, c'est hyper important parce que c'est dans le moment présent où on peut agir en direction de ce qu'on souhaite faire. Vous parlez des schémas négatifs dans votre livre, les schémas négatifs qui peuvent nous enfermer dans des cycles de répétition négatifs. Et donc, Jeffrey Young, qui est à l'origine de la thérapie des schémas, a identifié des schémas dysfonctionnels. Et donc ça, c'est important. Alors, il y en a 18, on ne va pas les nommer tous, ces schémas-là, mais il y a quand même certains schémas qui regroupent le plus de gens. Oui. Par exemple. Moi, je trouve que les schémas qui sont très présents, je trouve c'est abandon. Il y a beaucoup de gens qui se sentent abandonnés. C'est-à-dire que c'est quoi l'abandon ? C'est la peur qu'on vous quitte, qu'on vous abandonne. Et qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va surinterpréter tous les micro-signaux qui pourraient provoquer ça. Et en réalité, c'est juste de la surinterprétation. Vous avez... Donc ces schémas vont finalement modifier la perception qu'on pourrait avoir du monde, mais surtout la rendre fausse. Totalement, c'est totalement biaisé. Je cite un exemple. Par exemple, j'ai quelqu'un qui me dit, qui me raconte une histoire, elle a un gros schéma d'abandon. Et elle me dit, par exemple, son copain, il est parti à une soirée et il lui dit, je rentre à minuit. Bon, très bien, pas de problème. À minuit, il est toujours pas là. Ensuite, elle regarde sa montre, minuit et demi, et là, elle commence à être vraiment pas très bien, à dire, ça y est, c'est fini, il rentre pas, il a rencontré quelqu'un d'autre, il va me quitter, il va m'abandonner. Et elle est dans tous ces états, donc elle appelle. Elle me dit, des fois, je peux l'appeler 50 fois de suite. Et elle répond pas. Et là, elle pleure et tout, c'est fini. Et elle est dévastée, désespérée, abandonnée, comme un enfant abandonné. On se retrouve comme un enfant abandonné par un parent. C'est tellement triste et désespérant. Et finalement, il finit par rentrer. Il dit, désolé, la soirée s'est un petit peu prolongée et j'ai pas consulté mon téléphone. Donc à aucun moment, vous voyez, elle a pensé à, tiens, peut-être qu'il s'amuse beaucoup, bravo, super, je suis content pour lui. Et puis mon copain, il a une soirée, je peux lui faire confiance, il va pas forcément me répondre. Et donc on a l'abandon, on peut avoir le schéma de carence affective, c'est-à-dire l'impression que en fait vous n'avez pas d'amour dans votre vie. C'est un sentiment de solitude, que vous êtes seul, qu'il n'y a pas d'amour possible, qu'on ne peut pas vous aimer.
Je trouve ça. Il y a le schéma d'isolement, rejet, exclusion. C'est-à-dire qu'on se sent seul. Vous voyez que souvent on va interpréter et on a peur du rejet. Du rejet. Tous les petits signaux, tout ça, c'est vers le rejet. Et l'imperfection, c'est-à-dire qu'on se dit, y a un truc chez moi là qui cloche, je suis imparfaite, j'ai plein de défauts. Les gens, s'ils savaient qui je suis au fond de moi, ils pourraient pas m'aimer. Ils pourraient pas m'aimer, vraiment. Ils peuvent pas m'accepter tel que je suis. Il y a le schéma qu'on appelle de peur, danger et vulnérabilité. Il y en a beaucoup, ça, c'est les anxieux. Les anxieux, c'est-à-dire qu'on va voir la vie sous l'angle de la maladie, la perte, la catastrophe. Vous voyez, on peut mourir d'une maladie à tout moment, avoir un accident. On peut perdre son argent et finir sous les ponts. On peut, avoir beaucoup de dangers et on va anticiper le danger. Il y a le schéma... anticiper le danger, ça peut aussi même l'éviter. Donc finalement, on peut décider de ne pas faire quelque chose, ce qu'on appelle les stratégies d'évitement, par exemple. Oui, tout à fait. Par exemple, j'ai des gens, ils disent si je prends un avion, ça pourrait mal se passer, donc je prends plus d'avion. Je prends plus le train, je prends plus la voiture. Parce que le train, ça pourrait, on ne sait jamais, dérailler. Ou alors je pourrais faire une crise d'angoisse et mourir dans le train, personne ne pourra venir me secourir. Ils sont seuls au monde, là, ils sont dans le train et ils vont mourir dans le train. On ne sait pas comment, ils vont mourir dans le train. Donc la meilleure façon de ne pas mourir dans le train, c'est pas prendre le train. Voilà. Et vous avez ce schéma-là. Puis aussi, je trouve le schéma que les gens ont, c'est sacrifice de soi, abnégation. C'est un grand mot, ça. C'est souvent les mères qui ont ça, je trouve. C'est qu'on pense que nos besoins ne sont pas importants, que les besoins des autres sont plus importants. Et qu'on est égoïste si on pense à soi. Donc on va se négliger, on va aider les gens, on va être des super parents, des super amis, prêts tout le temps à secourir les gens. Mais on va pas, en fait, prendre soin de soi. Puis il y en a plein d'autres. Méfiance aussi. Souvent, les gens, ils peuvent aussi avoir de la méfiance. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais. L'autre est peut-être doué de mauvaises intentions. Il peut abuser de moi. Il peut profiter de moi. Je ne sais pas pourquoi il me parle comme ça. Il a l'air gentil, mais donc un peu suspect. Qu'est-ce qu'il me veut ? Alors, une fois qu'on a identifié ces schémas, comment s'en libérer ? Parce que c'est ça qui est important et c'est là que vous intervenez. Voilà. Comment s'en libérer ? C'est d'abord prendre conscience de ces schémas. D'accord ? Et de nouveau, on peut, par exemple, repérer le schéma et le nommer. Tiens, aujourd'hui, c'est quoi comme scénario ? Vous voyez, si vous étiez, par exemple, un scénariste, le scénariste d'un film, vous avez un scénario. Quel est le titre de ce film, le film dans votre tête? On en revient. Tout à l'heure, c'était la radio qu'il fallait nommer. Maintenant, c'est le film. Le film. Ouais. Alors, c'est drôle parce que drôle et un peu triste parce que des fois, les gens me disent ouais, moi, je pense que mon film, c'est le loser. La spirale de la loose. Ah oui, votre titre, c'est ça, c'est la spirale de la loose. Ah ouais, moi je suis en échec là. Quand je vois une fille, c'est la spirale de la loose, je dis ça marche pas. Ah, c'est des trucs. Ou alors la fille qui se fait rejeter, quoi. La fille qui se fait rejeter. Ah oui, c'est votre fille? Ouais, moi c'est ça, c'est la fille qui se fait rejeter. Moi je préfère la spirale de la loose, moi après. C'est plus vendeur comme titre. Ouais. Il y aura plus d'entrées. Ou alors. Quoique les mots négatifs, ça fait pas beaucoup d'entrées en fait. Comment? Ça fait pas beaucoup d'entrées, les mots négatifs. Ah oui, voilà, tout ça. Si vous mettez spirale de la loose, soi-disant que ça fait pas d'entrée. Il faut des titres positifs. Ouais, mais après, des titres positifs, c'est plus des schémas négatifs, c'est plutôt des schémas positifs. Voyez, la fille qui a réussi, c'est plus. Ouais, vous avez raison. Vous avez raison. Ça intéresse personne, en fait. Bah non. C'est plus intéressant d'aller voir celui qui a perdu. Ou alors, c'est plus intéressant d'aller voir un film sur la fin du monde. La fin du monde. C'est ce qui marche le plus. Bah oui, la fin du monde. Ouais. Ou, je sais pas,
un film où on se fait, je sais pas, se faire avoir tout le temps. Le mec, il se fait toujours avoir tout le temps. Ou, vous voyez, un truc comme ça, là, vous voyez, ça excite la curiosité. Bon, alors on en sort comment donc de ces schémas donc dysfonctionnels, on appelle les schémas dysfonctionnels qui engendrent donc des comportements qui sont inadaptés. Alors déjà, c'est important de les repérer, de voir quels sont les schémas parce que ça nous permet de dire c'est juste un schéma, ce n'est pas la réalité. D'accord ? Après, il y a des techniques pour s'en sortir, c'est que ces schémas, ils vont activer des émotions qui sont très fortes. Et à cause de ces émotions, on va avoir des comportements inadaptés qui souvent vont nous saboter. Donc, il y a 3 volets pour prendre en charge des schémas. Vous avez le volet cognitif, c'est-à-dire on va repérer le schéma. Ensuite, on a le volet émotionnel, on va accepter l'émotion. Souvent, notre problème, c'est qu'on n'accepte pas l'émotion, on va la repousser. Et lorsqu'on repousse l'émotion, surtout une émotion désagréable, elle va perdurer. En réalité, une émotion, elle dure elle est fugace. Ce que vous expliquez, c'est qu'on ne peut pas avoir le contrôle sur nos émotions. Exactement. C'est vraiment ça. L'émotion, elle est là. Et on peut la repousser, mais on ne peut pas la contrôler. On peut pas. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on évite l'émotion, on ne veut pas la ressentir. Donc, on va manger, on va aller scroller pendant des heures sur Internet pour pas penser ni ressentir. On peut avoir des comportements compulsifs. Exactement. Donc l'idée, c'est accepter l'émotion parce que l'émotion va nous pousser vers des comportements d'auto-sabotage. Donc on accepte l'émotion par des techniques que j'ai décrites dans le livre de méditation de pleine conscience. Et puis après, il y a le volet comportemental où c'est là qu'on va utiliser aussi ACT, c'est-à-dire qu'on va accepter notre émotion douloureuse pour aller vers une vie qui soit plus riche de sens, plutôt que se tourner en rond avec des comportements inadaptés qui finalement ne mènent à rien. Nous, on veut aller là, mais vous voyez, les schémas, ils vont de l'autre côté. Voilà. Par exemple, si vous voulez, je peux vous donner un exemple, ce sera plus facile. S'il vous plaît, j'allais vous le demander. Ah voilà, merci de vous lire dans mes pensées. Non, mais vous êtes télépathe, c'est super. Entre autres. Ah oui, vous avez beaucoup mais ça c'est une autre émission. Donc, un exemple. Alors, un exemple. Une fois, je parlais avec une patiente, elle me dit « vous savez, je suis choquée. » Je lui dis « Pourquoi ?» Eh bien, je suis rentrée à la maison, je travaille dur, j'ai 3 garçons. 3 garçons, difficile, 3 garçons. Ils sont petits, ils sont quand même un peu turbulents. Et mon fils, là, il vient, il a 10 ans, il me dit « Maman, en fait, je te dis quelque chose, mais tu te fâches pas, hein ?» Et je lui dis « Quoi ?» Il me dit « Maman, en fait, tu cries beaucoup. Et nous, ça nous fait peur. » Moi, j'aime pas quand tu cries, là, quand tu rentres, tu hurles, tu cries, tu dis « Faut ranger, pourquoi vous n'avez pas rangé la vaisselle, tout ça ?» Et ma patiente, elle me dit je me suis dit, mais je suis une mauvaise mère. Mais je veux pas être une mère comme ça qui crie, là. Je veux pas que mon enfant ait peur de moi. Alors moi, je lui dis, vous avez envie d'être quel genre de mère ? Et elle me dit, j'ai envie d'être une mère aimante, une mère sympa et tout, pas une mère criarde, vous savez, une marâtre. Et là, on a travaillé sur les émotions parce que quand elle rentre, elle est stressée, en colère. Elle travaille dur et elle supporte pas le désordre. Et donc, c'est la gestion des émotions. Et avec ACT, c'est j'accepte mon émotion et je vais faire descendre mon stress, ma tension, ma colère. Je fais descendre et je vais incarner cette mère en posant des limites saines et en parlant, pas en criant. On peut s'indigner, mais pas en étant en rage. Enfin, ça a l'air facile quand vous le dites, hein. Oui, je sais, c'est l'entraînement. Oui, parce il faut s'entraîner. Parce que ce sont souvent des réactions qui sont conditionnées, et quand ça part, ça part. Donc il faut déconditionner, quoi. Exactement, et c'est là où il y a toutes les techniques pour se déconditionner. Et il y a une impulsivité. L'émotion provoque le comportement impulsif. Je suis stressée, je suis en colère, tout de suite j'attaque. D'accord ? Comportement. Et donc qui est une des stratégies, l'attaque. Exactement. Une stratégie inadaptée, c'est-à-dire l'attaque. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on va dire, bon, peut-être que
je vais faire descendre, on va essayer de faire descendre l'émotion. Mmh. Et après, apprendre des techniques d'affirmation et d'aller sur nos besoins. Écoutez, les enfants, moi je rentre, je suis fatiguée. J'aimerais bien que vous mettiez un peu plus d'ordre dans la maison parce que moi, ça me fatigue après de faire le ménage quand j'arrive à 20h. Donc, comment on peut faire aussi pour trouver des stratégies ensemble ? Apprendre la bienveillance envers soi-même, c'est le titre du livre que vous publiez, Dr Céline Tran, et se libérer de ses comportements négatifs. Oui. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission, et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Bon, on a évoqué 10% de votre livre. Ah bah oui, il faut l'acheter parce qu'il y a... Il faut l'acheter. Bah bien sûr, il y a 90% restant. Hein. C'est très nécessaire. Merci C'est indispensable. Merci de nous avoir prêté vos oreilles et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.